220e jour de guerre entre Israël et le Hamas, mais une journée toute particulière aujourd'hui consacrée à la mémoire de ceux tombés au combat ou dans des attentats terroristes depuis le 7 octobre. On dénombre 1539 civils, militaires, forces de l'ordre et de secours à être tombés sous le feu du terrorisme. Que leur mémoire soit bénie. 132 otages sont toujours retenus entre les mains du Hamas, d'organisations terroristes ou de civils, encore aujourd'hui à l'intérieur de la bande de Gaza. Merci à vous de nous être fidèles. Je vous présente mon plateau qui a changé en quelques secondes. Nous sommes avec Virginie Gage. Bonsoir Virginie, vous êtes humoriste, ravie de vous retrouver sur ce plateau. Maurice Ifergan, Myriam Schermer et Samuel Arroise. Vous êtes président, directeur France du Ihoud Hatzalah. On va parler de ce que vous faites depuis le 7 octobre dans quelques instants. Parce qu'en Israël, vous le savez, on passe entre le jour du souvenir et le jour de l'indépendance des larmes au sourire en l'espace de 60 secondes seulement. Ça semble complètement schizophrénique comme réalité, mais c'est bien celle qu'on vit ici depuis 7 mois, mais plus généralement que le pays vit plus largement depuis 76 ans et que les Juifs, dans leur ensemble, vivent depuis plus de 2000 ans. Schizophrénique, justement, on va en parler avec Ethan Fison. Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Je disais schizophrénique, mais en même temps, c'est salutaire d'une certaine façon. Comment elles ont été pensées, ces journées de commémoration, accolées à ce besoin de voir la lumière au bout de tout ça, de célébrer d'une certaine façon ce souvenir, mais aussi sourire après. C'est très juif d'une certaine façon, non? Vous avez tout à fait raison. Merci de me donner la parole. Vous avez tellement raison, c'est pas quelque chose de nouveau. Et il y a quelques semaines, nous fêtions et célébrions la fête de Pessah, où on passe du maror à la matzah, des herbes amères au pain de la liberté. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans le peuple juif. Semble-t-il qu'on ne peut pas prendre la pleine mesure de la joie de Yom HaAtzmaut, du jour de l'indépendance, si on n'a pas tout d'abord pris la pleine mesure de ce que nous a coûté, d'un côté, cette fête extraordinaire, et d'un autre côté, du chemin que nous ont tracé tous nos soldats, tous nos héros, toutes les victimes que nous pleurons aujourd'hui nous ont donné une véritable raison d'être. Alors là, je m'adresse justement au rabbin que vous êtes, cette temporalité, cette façon de gérer le temps. Dans le judaïsme, c'est très très fort. C'est ce message aussi qu'on a voulu reprendre en Israël. Il y a un temps pour chaque chose. Bien sûr. Bien sûr, il est tout aussi important de donner un temps à la souffrance, au recueillement, que de donner un temps à la joie et à la simcha. Je pense que l'un des moments les plus importants du calendrier hébraïque va être le moment de relever de drapeau ce soir. Lorsque nous allons passer comme un seul peuple et comme un seul homme, eh bien, du moment où tous ensemble nous avons pleuré, au moment où tous ensemble nous allons célébrer. Ça a été mis en place dès le début de la création de l'État d'Israël. Maurice, qui pourra peut-être aussi répondre à cette question. C'était tout naturel qu'il fallait organiser les choses de cette façon? Écoutez, la loi de Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire que le jour d'indépendance a été voté comme tel dès 1949. On parle vraiment des balbutiements de la création de l'État d'Israël. Mais si vous me permettez, je pense qu'il y a dans le Talmud un enseignement qui est fondamental, qui nous dit que il pourrait être aussi érudit qu'il veut, mais s'il est poresh midarchet tzibur, c'est-à-dire qu'il se détache de la communauté d'Israël, qu'il puisse être le plus grand religieux du monde, eh bien, il n'aura pas part au monde à venir. Et le Talmud nous dit, mais c'est quoi se détacher du klal, du tzibur, de la communauté? Eh bien, c'est celui qui n'est pas joyeux dans ses joies et celui qui ne pleure pas dans ses tristesses, dans les tristesses de la communauté. En d'autres termes, c'est deux dimensions. D'un côté, la joie pour ce que nous avons et la tristesse pour ce que nous avons perdu. Eh bien, c'est une seule et même chose finalement. Merci beaucoup, Rav Ethan Fison. Je voudrais faire réagir Maurice, parce que c'est celui qui a le plus de cheveux blancs sur ce plateau. Il est là depuis 1942. Un peu avant. Passer des larmes au sourire comme ça en 60 secondes, c'est un peu résumé, mais c'est quand même ça. D'abord, peut-être que je me trompe, je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que
il y a toujours eu le jour de l'indépendance. Il n'y a pas toujours eu la journée du souvenir. Ça a été décidé par la Knesset quelques années après, quand on s'est rendu compte que finalement, il manquait peut-être quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas automatique. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça évolue. C'est une toute jeune nation. Hein, le 76, il est écrit derrière vous, Maurice. C'est un tout jeune pays. Votre souvenir peut-être le plus marquant d'un Yom HaZikaron, d'un Yom HaAtzmaut, est-ce que celui-là, il est différent des autres pour vous? Celui-là, oui, bien entendu, il sera nécessairement différent parce qu'on a vécu cette année un événement d'une ampleur qui, dans l'histoire d'Israël, restera lié à une autre histoire, à la Shoah. Je veux dire, donc on a fait un bond de plusieurs dizaines d'années en quelques secondes. Je veux dire, on s'est retrouvé tout d'un coup dans une période où il n'y avait plus l'État d'Israël, il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus d'armée pendant quelques heures, et on s'est sentis tous comme finalement des diasporiques, des êtres livrés à l'antisémitisme et à la haine, et il a fallu se reprendre, et heureusement on a réussi à se reprendre, et on s'est rendu compte qu'on avait une armée, qu'on avait de l'aviation, qu'on avait tout ce qu'il fallait, qu'on était donc indépendants sur notre terre. Et de ce point de vue-là, oui, ça sera certainement différent de tous les autres jours de l'indépendance. Myriam, un souvenir particulièrement marquant. Moi, je me souviens que le premier Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron que j'ai vécu dans ce pays, c'était pour les 60 ans de cette jeune dame, de ce jeune pays qui est Israël. Et à cette époque-là, on écoutait Subliminal, qui fêtait un joyeux anniversaire à Israël. Qu'est-ce qui vous aura marqué le plus, peut-être dans cette année très particulière qu'on traverse, mais dans ces précédentes années aussi, où vous avez rencontré cet État? Je me souviens de ma première année de retour en Israël à l'âge de 25 ans, où j'étais très surprise de me promener à Tel Aviv et de voir des établissements comme des banques être tapissés, bariolés de drapeaux, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le vieux continent, hein, n'est-ce pas? En Europe, c'est quand même beaucoup plus rare d'être à ce point-là fier et ému de son propre drapeau. C'est quelque chose de très israélien, mais c'est parce que c'est exactement ce qu'on vient de souligner, c'est-à-dire que la culture juive, elle a cela de toujours mêler la joie et la tristesse. Et donc, il y a toujours cette... Je me souviens que quand j'étais en France, voilà, parfois on oublie un petit peu le sens des choses quand ça va un petit peu de soi. Mais en Israël, ça ne va pas de soi, malheureusement. On paye un prix tellement fort. Donc, il y a toujours cette joie et cette tristesse ensemble qui en font un sentiment particulier. Je m'excuse de ne pas être d'accord. C'est étonnant. Non, c'est pas mêlé. Justement, c'est toute la grandeur du judaïsme. C'est séparé. Je veux dire, il n'y a pas de tristesse sans bonheur et de bonheur sans tristesse. Oui, mais c'est bien séparé. Toute la grandeur du judaïsme, c'est de faire des séparations, de trancher entre le chol et le kadosh, entre le saint et le... On ne fait que de séparer. Et donc, on ne passe même pas de la tristesse à la joie en 60 secondes. Même pas en une seconde. Je veux dire, donc, de ce point de vue-là, la séparation, elle est franche et elle est nette. On ne nous laisse même pas le temps de respirer. Maintenant, c'est vrai que moi, mes premiers souvenirs du jour de l'indépendance, quand je suis arrivé ici, c'était ça. Voilà, on avait un petit drapeau. Ah, vous m'avez volé. Ouais. J'avais envie de faire mon effet de sein. Maximum, on avait un badge avec le drapeau d'Israël, un truc en fer qu'on rentrait avec une épingle. Un pins, non, ça n'existait pas encore. Mais après, on est passé au fameux marteau en plastique venu de Taïwan. Après, maintenant, c'est les sprays. Et donc, ça évolue, malgré tout. On peut dire que les choses changent. Mais ça reste pareil, quoi. On fait la fête dans la soirée, après avoir vécu la plus grande tristesse, mais c'est pas mélangé. J'ai envie de rajouter un tout petit truc. C'est que mon premier Yom HaAtzmaut, j'ai entendu des jeunes chanter Joyeux anniversaire à Israël. Voilà, juste joyeux anniversaire Israël. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, mais en fait, c'est une vraie entité, c'est une entité très réelle. Et nous, on fait un gâteau avec mes enfants pour Israël. Voilà, parce que c'est ça, parce qu'on sent vraiment une naissance et une date anniversaire. Alors justement, on avait envie ce soir de vous parler aussi, après avoir parlé de toute cette douleur et de cette tristesse, de vous parler de ce qu'on appelle ici du Israéli Hayafé, ce bel Israélien qui va aider, qui donne de soi, qui donne de son temps et qui ne regarde pas la couleur politique, religieuse d'une personne, mais qui a simplement envie de tendre la main et de venir la sauver. Et ce soir, on a choisi du coup de parler de Ihoud Hatzalah avec vous, Samuel, donc organisation de secouristes, d'urgentistes, d'ambulances,
d'ambulanciers, de médecins, des bénévoles qui sont dispersés à travers tout Israël. Vous êtes 6 000 dans le pays, c'est ça? 7 000. 7 000. C'est dire l'importance de cette association qui est l'unité de secours, j'imagine que vous ne me corrigerez pas, mais l'une des plus rapides au monde. La plus rapide au monde. La plus rapide au monde. Une organisation qui n'a pas démérité depuis le 7 octobre. Comment vous faites pour être justement les plus rapides du monde? C'est une très bonne question et c'est vrai que le nombre de secouristes bénévoles en Israël, ça compte pour beaucoup parce que en réalité, l'idée d'Hatzalah, c'est d'avoir des secouristes partout sur le terrain qui sont prêts à intervenir à n'importe quel moment. Pour que cela fonctionne, il faut que les secouristes soient tous bénévoles et qu'ils aient une activité à côté. Et donc, l'idée d'Hatzalah, c'était de former des gens de la population, comme vous et moi, voilà, de les former pendant une année, de leur donner du matériel médical et ensuite de les laisser vaquer à leurs occupations mais de dire, quotidiennes. On vous appelle, vous êtes dispo. Voilà, ils ont sur eux un appareil que j'ai sur moi tout le temps, qui permet de les géolocaliser en temps réel. Et s'il y a une intervention d'urgence qui se trouve à proximité, ils vont être appelés. Ils vont aller secourir la personne et ensuite ils vont retourner à leurs occupations quotidiennes. Alors, on connaît de façon plus générale Magen David Adom, par exemple, mais on connaît moins Ihoud Hatzalah. Et pourtant, on l'a dit, vous êtes très présent le 7 octobre aussi. Vous étiez sur ces zones très sensibles dans le sud du pays. Absolument. Le 7 octobre, on a reçu un appel très tôt le matin et très rapidement, on a dépêché beaucoup de véhicules sur place. Il faut savoir qu'il y a eu un choix très compliqué à faire. Est-ce qu'on autorise nos bénévoles à aller sur un champ de guerre, c'était le cas, ou est-ce qu'on leur dit finalement que c'est trop dangereux? La décision a été prise de laisser partir à la guerre. C'était vraiment le cas, parce que c'était vraiment un champ de guerre, ceux qui souhaitaient y aller. C'était une décision très difficile à prendre et donc il y a plus de 1000 bénévoles qui se sont dirigés vers le sud, 300 véhicules, 2 hélicoptères qui ont été dépêchés sur place et une clinique a été montée à Tzomet Reletz, qui est à quelques kilomètres de Kfar Aza. Et dans cette clinique de terrain, on a traité près de 500 personnes la première journée. On a pu envoyer vers les hôpitaux les plus proches près de 300 personnes par ambulance et il y a eu 9 héliportages également vers les hôpitaux. Donc ces bénévoles ont eu un rôle très très important pendant les premières heures. Il faut savoir qu'il y a des bénévoles qui ont perdu la vie aussi. Le jour du 7 octobre, je pense notamment à Awad, qui est un secouriste qui était au festival de Nova et qui était là pour sécuriser l'événement, et il était accompagné d'un secouriste juif. Et lorsqu'il y a eu les attentats, ils ont été appelés pour soigner une fille de 20 ans qui avait été blessée. Awad a dit à son coéquipier aussi, il lui a dit vas-y, moi je parle arabe, ils me tireront pas dessus, moi je me débrouillerai avec eux, toi vas-y. Yossi lui a dit non, c'est hors de question, je reste avec toi. Je suis paramédic, donc j'ai une formation, je suis ton supérieur hiérarchique, et donc je t'ordonne de partir, je m'occupe d'elle, vas-y. Et malheureusement, il a été tué. Mais c'est vrai que ça permet de voir quand même qu'on a vraiment des héros chez nous, parce que moi je peux vous dire une chose, c'est lorsqu'il y a un champ de guerre, lorsqu'on entend des tirs, la réaction normale, humaine, c'est de se barrer, quoi. C'est de partir le plus vite possible et de fuir. Quelqu'un qui a la possibilité d'aller vers les balles pour aller soigner ou pour aller se battre, c'est vraiment un héros. Et on a le devoir de se rappeler de ces gens-là, qui font aussi l'État d'Israël. C'est important et ça remonte le moral, Maurice, aussi, de voir, alors pas ceux qui ont perdu la vie bien évidemment, mais ceux qui sont prêts à donner la leur pour autrui, pour cette communauté. Avec le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, je veux dire, finalement, il n'y a que des héros dans ce pays, parce que les mamans, c'est des héros, les soldats tombés, c'est des héros, les sauveteurs, c'est des héros. C'est un pays formidable. C'est un pays incroyable. J'arrivais même pas à imaginer ça avant le 7 octobre où on a failli s'entretuer. Donc de ce point de vue-là, peut-être qu'il faut qu'on vive des situations dramatiques pour se rendre compte qu'on est tous formidables et que ce pays est formidable. Alors justement, Ihoud Hatzalah, ça existe depuis un moment, depuis 2006, si je ne me trompe pas. Et vous incluez toutes les franges de la société, c'est ça qui est intéressant aussi. Des musulmans, des juifs, religieux, non religieux, on fait absolument aucune différence. Quelqu'un qui veut sauver une vie peut aller sauver une vie, et une vie est une vie. Donc également chez les personnes qui sont blessées. Hatzalah répond à plus de 2000 appels tous les jours en Israël, donc c'est énorme. Et vous imaginez que tout type de la population, évidemment, font appel à Hatzalah et on porte secours à tout le monde. Myriam, on a souvent parlé sur ce même plateau
de la différence entre les dirigeants et les peuples. Et on en reparlera peut-être avec Virginie après sur l'Eurovision, ce qu'on a vu ces dernières heures se passer encore une fois entre les élites et puis les peuples de l'autre côté. Ehud Hatzalah, c'est là encore un autre exemple de ce qu'on peut faire quand on s'unit ensemble. Mais moi, je partage pour le coup l'avis de Maurice. Il y a quelque chose de profondément navrant dans le fait qu'il y a un pays aussi doué, aux ressources tellement, au capital humain tellement extraordinaire. Et ça, je pense que personne ne dira le contraire. Et voilà, aux capacités à la fois de résilience et de ressources intellectuelles, émotionnelles tellement grandes, qui n'est pas foutu de s'entendre au quotidien. Voilà. Bon, il y a vraiment un problème dans la façon de conjuguer les talents. Je sais pas, il faut qu'on fasse un séminaire de ressources humaines de toute urgence. Il y a vraiment un truc, voilà, il y a un truc où on a du talent brut, effectivement, en bas. Et plus ça monte dans le triangle, plus ça cloche. Et vraiment, c'est peut-être malheureusement, c'est peut-être le prix à payer de ce 7 octobre, c'est peut-être cette espèce de claque monumentale. Vous savez, tout à l'heure on parlait avec Laura Fison, mais dans l'histoire juive aussi, on a cette histoire des 80 ans, où les premiers royaumes juifs ne tiennent pas plus de 80 ans. Et donc là, ça fait un petit moment qu'on se dit, les gars, on est peut-être dans la dernière décennie, qu'est-ce qu'on fait ? Et effectivement, ça craignait un petit peu ces dernières années. Et c'est 76 ans, et on a vraiment, c'est malheureux à dire, mais l'occasion de se ressaisir. Effectivement, c'est pas un problème de gens, de ressources, de qualité, de talent, c'est un problème de gestion générale et d'arriver peut-être aussi... l'histoire d'Awad, c'est toujours la même histoire. C'est le talent d'Israël, c'est qu'on est capable de refuser des ordres à certains moments, mais au quotidien, il faut pouvoir travailler de façon un peu ordonnée, et c'est là que le bas blesse très souvent. Et je vais quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas attendu le 7 octobre pour voir des héros et des personnes qui se comportent bien en Israël. Moi, j'en vois au quotidien réellement des gens qui ont des occupations et qui peuvent être même très occupés, mais qui sont prêts à prendre de leur temps sans absolument rien gagner, si ce n'est que je suis allé aider quelqu'un, j'ai sauvé une vie, ou j'ai accompagné une maman qui devait accoucher. Et moi, je trouve ça extraordinaire, et on n'a pas attendu le 7 octobre pour voir ça. On le voit vraiment depuis des dizaines d'années en Israël, tous les jours. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un pays de héros, puisque moi j'ai eu la chance d'écouter la conférence de Bernard-Henri Lévy la semaine dernière à Netanya, où il expliquait que finalement la différence avec l'État d'Israël, c'est que dans cet État, la situation de guerre, c'est la situation quotidienne depuis 76 ans, et les situations de paix, c'est l'exception. Donc finalement, on vit tout le temps dans des situations de guerre, et peut-être que de là vient notre capacité à créer des héros. C'est peut-être ça. J'avais envie de poser la question peut-être pour les spectateurs qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce que tout le monde peut devenir volontaire voilà. Et oui, un héros. Et deux, mais moi je suis en train de me dire que dans ma petite vie, je ne sais même pas comment on appelle Hatzalah au quotidien, parce que je sais faire le 101, mais je ne sais pas... Allez, alors info pratique. C'est une très bonne question. Alors, pour appeler Hatzalah, c'est le 12-21. D'accord. Maintenant, il faut savoir aussi que quel que soit le numéro d'urgence que vous appellerez en Israël, Hatzalah sera prévenu. Puisque le but d'Hatzalah, c'est d'arriver en 90 secondes sur toutes les interventions en Israël. Donc, tous les organismes d'urgence envoient les informations à Hatzalah pour qu'on puisse intervenir. Là, on parlait tout à l'heure du Magen David Adom, c'est très important de le signaler. Effectivement, on a un service ambulancier qui est magnifique dans notre pays. Hatzalah va venir pour combler cette lacune entre le moment d'appel et le moment où l'ambulance arrive. Parce que 90 secondes, c'est vraiment très rapide quand même pour intervenir. C'est très rapide, mais en cas d'arrêt cardiaque, ça sauve une vie. En cas de saignement hémorragique, c'est critique. Et 90 secondes, c'est énorme. Donc, je peux vous dire que ces 90 secondes-là sont extrêmement importantes. Donc, les gens, en fait, ils peuvent appeler le 101 et voir débarquer quelqu'un d'Hatzalah, même si eux, ils n'ont pas appelé. Ça arrive tous les jours. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu nous parler de ce que vous faites au quotidien et de ces héros et héroïnes qui parcourent le pays. Ça nous fait du bien aussi d'en parler. Virginie, elle a été très calme jusqu'à présent, mais je sens... Vous noterez que j'arrive en 3e intervention après la maman de Ruben Assouline, après Samuel. Donc vous noterez une progression, chers téléspectateurs, dans les interventions. J'ai sauvé personne cette semaine. Règlement de compte, mais vous n'en êtes pas moins héroïne pour autant. Mais pour le coup, vous avez l'air fatiguée aujourd'hui. Oui. Alors moi, je
sais pas vous, mais moi je suis crevée et ça a commencé lundi dernier avec Yom HaShoah. Alors ce qui était entre guillemets cool, hein, je dis évidemment ça entre guillemets, c'est que cette année on n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se remettre dans la situation de l'époque. Moi, à un moment donné, je me suis demandé si on était en 1941 ou en 2024. Quand j'ai vu que certaines universités affichaient des pancartes interdites aux Juifs, on est bien en 2024. Même si depuis le 7 octobre, on a l'impression de fêter Yom HaZikaron depuis le 7 octobre, on est bien en 2024. La preuve avec Camélia Jordana, vous allez sans doute voir la photo à l'écran. Alors Camélia Jordana, elle a participé à une manifestation pro-palestinienne hier à Paris, c'est son droit. Là où ça bloque, c'est quand on voit qu'elle a fait une espèce de selfie imaginaire. C'est très malhonnête, malhonnête intellectuellement, si vous voulez, parce que surtout venant d'une artiste qui pointe très souvent le fait qu'on s'approprie la culture d'autrui. Voir Camélia Jordana s'approprier Marceline Leridan, survivante de la Shoah, amie de Simone Veil, esprit libre, inclassable, tout ça en accusant Israël de génocide et en déversant sa haine des Juifs, c'est juste pas possible. Donc Camélia Jordana, si tu veux prendre ce genre de selfie, il faut que tu répondes à la question posée elle-même par Marceline Leridan avant de décéder. Elle écrivait dans une tribune « Mais qu'est-ce que vous a fait Israël ? Quel est ce tribunal planétaire où pas une voix ne manque pour désigner à la vindicte publique le responsable de tous les maux de la planète ?» Règlement de compte de Virginie. Alors cette semaine, si on continue à faire défiler la semaine, il y avait quand même l'Eurovision. Oui, quand même l'Eurovision. Cette occasion unique de découvrir la culture de plein de pays européens. Non, je blague. C'est surtout l'occasion de s'enfiler pêle-mêle des groupes de hard rock nordique, neurasthénique, des girl bands punk hispanophones, le tout pendant une soirée interminable qu'on s'auto-impose en se disant « Mais pourquoi je fais tout ça, mon Dieu ?» Alors cette année, évidemment, année particulière, on était tous au garde à vous pour soutenir Eden Golan, la candidate israélienne qui en avait bien besoin. Et cette année, grâce à l'Eurovision, on a aussi compris que la musique était une notion très relative selon les pays, mais la violence aussi. C'est une notion très relative, c'est pas la même partout. En Belgique, pour éviter toute polémique, mardi, lors de la demi-finale où Eden Golan chantait, ils ont carrément coupé l'intervention. Les mecs de la régie de la RTBF, ils ont dû se dire allez, trop violent, on va en profiter pour faire une pause. Donc Eden Golan, c'est trop violent. Par contre, quand on s'est tapé pendant des mois entiers tous les comptes rendus du procès de Marc Dutroux à l'heure du dîner à 20h, non, ça c'était pas violent les gars. Ok. Trop violent aussi le pins jaune, vous savez, sur le revers de la robe de la présentatrice qui donnait les notes israéliennes, on lui a demandé de l'enlever sous peine de sanction. Ça c'était trop violent. Par contre, la candidate irlandaise, une espèce d'égérie érotico-satanique de supermarché avec une chanson dégueulasse. Moi j'ai dû envoyer la petite dans sa chambre. Je lui dis interdit au moins de 18 ans. Ça ne pose aucun problème. La sorcière de supermarché. Excusez-moi. Oui, c'était ça. Alors par contre, on a fini 5e donc, 2e selon les votes du public. Et c'est ce qu'on va décider de retenir, non ? Oui, on va retenir ça. Et puis moi, je voulais quand même retenir une image. Cette image, vous l'avez vue. C'est au-delà du classement final d'Eden. Elle a répété, en fait, sous les huées de son équipe pour s'entraîner à continuer de chanter malgré le bruit ambiant. Et je trouve cette image formidable, hyper forte. Je me dis que finalement, elle continue de faire ce qu'elle doit faire malgré la situation ambiante, un petit peu comme Israël. C'est-à-dire qu'on continue finalement à être qui on est, à se défendre, à exister, malgré tout ce qui se passe autour depuis le 7 octobre. Juste un petit mot, je vois 76 dans les plasmas derrière. Je me dis que ça me rappelle cette blague juive où je dis j'ai 2 enfants, mais ressenti j'en ai 16. 76 ans, mais ressenti quand même plus de 7000 et des brouettes, je ne sais plus en combien on est. Mais voilà. Ça suffira. Je voudrais qu'on revienne, merci beaucoup Virginie, toujours cet œil très, très caustique sur l'actualité, ça fait du bien. Et puis on peut d'ailleurs vous suivre avec plusieurs spectacles. Vous nous proposez même de rire sur la guerre. Je ne pensais pas que c'était possible. On ne va pas essayer de rire sur la guerre, mais on va surtout essayer de se regarder dans cette situation compliquée. Moi, quand on me dit qu'on est en guerre, je dis mais... Moi, je vais vous retarder, les enfants. Je ne sais rien faire. Toutes les guerres que j'ai menées dans ma vie, je les ai perdues. Le poids raté, mon mariage raté, la panière de linge, qui est quand même la première guerre domestique de chaque femme, ratée. Donc, moi, en guerre, c'est compliqué. Et je raconte surtout la différence avec mes filles. Voilà, je vais avoir beaucoup de mal ce soir à fêter Yom HaTzmaut parce que j'ai beaucoup de mal. Et ma fille, elle est déjà en train de préparer un à la hèche. Et voilà, donc je raconte tout ça. Barbecue, voilà, évidemment. Et bien, du coup, on pourra vous suivre en juin, le 3 juin à Tel Aviv. On va voir les dates qui vont s'afficher.
À l'étranger, parce que vous vous exportez. Bien sûr, à Levallois le 28 mai, c'est très étranger le Levallois, et Bruxelles le 29 mai. Et voilà, pour toutes les dates, on peut continuer à aller voir sur Culture Access et réserver les billets. Merci d'être avec nous. Vous revenez, hein? Oui. Ouais, parce que ça fait du bien. Bah oui. On veut continuer à parler. Quand le Hamas déboule la Bah oui, la semaine dernière, elle devait venir et puis le Hamas a fait le stand-up à la place de Virginie. Ouais, même pas. Un petit mot que vous teniez à dire, Myriam, très rapidement, sur Eden Golan, puisqu'on voulait terminer aussi sur cette note-là. Il y avait énormément de symboles. On parlait de la temporalité que les Juifs et Israël, de façon générale, aiment ancrer. La temporalité et les symboles, sa robe, en bandage. Je ne sais même pas si les gens se sont rendus compte à quel point, effectivement, ça représente Israël. Mais vraiment, la robe, c'était les bandages. On a des gestes qui sont repris des vidéos d'enlèvement du 7 octobre. On a la couleur orange qui représente les enfants bibas. On a vraiment cette chorégraphie. C'est vraiment ce que Virginie a dit. Ça représente Israël dans son pire moment. Et beaucoup de gens ont choisi de huer ce moment-là. Voilà, on ne va pas dire ce qu'on pense d'eux. En revanche, on remercie les gens à la maison qui prouvent que la majorité silencieuse, quand elle n'est pas silencieuse, en fait, elle se prouve beaucoup plus raisonnable et normale et sensée que les autres. Oui, merci beaucoup, rendu compte qu'elle portait la Myriam. robe de la victoire de Samothrace. Aussi. Moi non plus, du coup. Un beau symbole et on terminera dessus. Merci à vous, Maurice, Virginie, Samuel et Myriam d'avoir été avec nous. Et puis, belle soirée de Yom HaAtzmaut. Portez-vous bien.